Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bienvenue au Blaugrana Podcast. Le podcast 100% Barça en français. Suivez-nous sur la chaîne SoundCloud du Cannes Football Club, sur le groupe Facebook Daily Barça et sur Twitter dans le compte @Blaugrana Pod. Sans plus tarder, vos animateurs Michael Miller et Alec Avendano. Bonjour et bienvenue au Blaugrana Podcast. Aujourd'hui, je suis avec... Mais en fait, je suis pas vraiment avec. Je suis tout seul dans mon studio. Et sur la ligne, j'ai mon collègue de toujours, Alec. Salut Alec, comment ça va? En pleine forme, Michael, c'est la Coupe du Monde. Je suis énormément excité, bien évidemment. Il y a 3 matchs par jour. Il y a des matchs des 3-3, des performances exceptionnelles. En pleine forme. Et toi, comment ça va? Écoute, moi j'ai pris congé aujourd'hui. Il faisait super beau aujourd'hui. Il faisait quoi, genre 25-30 degrés? Ouais. Journée ensoleillée, c'était parfait. Mais tu sais quoi, j'en ai pas profité pantoute. Parce que j'ai été assis sur mon sofa puis j'ai regardé 3 matchs de foot d'un à l'autre après l'autre. Et écoute, mon cœur d'enfant était absolument heureux. C'était une journée de bonheur. Ah, je te comprends tellement. By the way, je voudrais souhaiter Eid Mubarak à ceux qui nous écoutent. Bonne fête à tous et j'espère que vous avez bien profité de votre journée, que vous avez passé une bonne journée en famille. Et je voulais commencer la journée en saluant le gardien de but suppléant du Maroc, Yacine Bono, qui joue avec Girona à la Liga. Et pourquoi je pense à Yacine Bono aujourd'hui? Parce que Yacine Bono est né à Montréal. Donc, il est le seul joueur né au Canada à participer à cette Coupe du Monde cette année. Donc, on va souhaiter la meilleure des chances à Bono. Ensuite de ça, je voulais saluer la performance de l'AS Blainville, qui s'est qualifié au 2e tour du championnat canadien en se qualifiant contre Oakville Blue Devils. Et son prochain match sera mercredi le 20 juin à Laval contre le Ottawa Fury, une équipe que tu connais bien, Alec? Oui, absolument. De par le lien, entre guillemets, très fort qu'ils ont avec l'Impact de Montréal. Ça va être très intéressant de les voir contre Blainville et un gros bravo encore pour leur qualification. Et finalement, notre dernière petite page montréalaise avant qu'on passe aux affaires du Barça. Mais en fait, c'est lié avec le Barça, j'aimerais dire. Barça Inside, un quotidien francophone basé en Europe, a fait un article sur le club Blaugrana de Montréal cette semaine. Et on parle de façon assez détaillée de l'historique de notre groupe de supporters. Donc je vous encourage à lire cet article qui se lit très très bien. Et on partagera le lien sur le compte Twitter @BlaugranaPod pour que vous puissiez le lire et comprendre comment c'est être un supporter du Barça à Montréal et dans quel contexte qu'on vit notre passion. Et maintenant, j'aimerais passer au sujet du jour. Et pour être honnête, Alec, je suis content d'en parler aujourd'hui parce que je sais qu'une fois qu'on va en avoir parlé, on va pouvoir regarder vers l'avant et passer à autre chose. Mais c'est quand même quelque chose d'important qui s'est passé cette semaine. Antoine Griezmann a finalement annoncé sa décision. Il va rester avec Atlético Madrid. Et j'aimerais savoir, toi, comment tu as vécu un peu ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, et qu'est-ce que tu penses de cette décision? Pour être honnête avec toi, oui, j'étais pas excité d'imaginer Griezmann avec le Barça, mais plutôt curieux. Alors, on s'en était déjà parlé, c'est pas comme si c'était
Bon, quand Suarez est arrivé, il venait de faire une saison où c'était le meilleur neuf au monde. Quand Neymar est arrivé, on en parlait comme le futur crack, le futur meilleur joueur au monde. Griezmann, c'est un très bon joueur, mais qu'il n'y a pas de certitude qu'il réussirait avec le Barça. Donc, je t'avoue que quand j'ai eu la nouvelle, pour être honnête avec toi, j'étais content pour lui et content pour l'Atlético, content pour les fans de l'Atlético. Pas que je le voulais pas au Barça, comme Messi a dit, si on veut gagner des trophées, il faut les meilleurs joueurs. Mais je pense pas que c'est parfait pour le Barça, pardon, qu'on aurait dû tout faire là, pour aller chercher Griezmann. Donc j'étais pas triste, pas déçu, j'étais juste content pour lui et son club. Parfait. Ben moi, de mon côté, quand on s'en parlait, puis on a couvert un peu le sujet dans les épisodes précédents, je regardais cette situation-là d'un point de vue footballistique strictement. Puis comme toi, j'étais comme ok, ce serait une bonne addition à l'équipe. Il viendrait prêter main forte à un effectif que je trouve qui est pas mal déjà étoffé, surtout au point de vue de l'attaque. Mais du point de vue des valeurs du club, du point de vue du respect de l'institution qui est le FC Barcelona et aussi l'institution qui est l'Atlético Madrid, qui est quand même un club historique en Espagne, faut pas le dénigrer non plus. J'ai pas aimé le cirque et la mascarade qui s'est organisée autour de cette annonce. J'ai trouvé que c'était très de mauvais goût, surtout quand le joueur en plus de ça est en stage avec l'équipe nationale de France. Ils sont en Coupe du Monde. Oui, la compétition n'avait pas encore commencé pour l'équipe de France, mais quand même, le contexte est là. C'est supposé être à propos du collectif français et non à propos de son choix personnel. Et moi, un joueur qui se fait approcher par le club ou qui a exprimé un désir de près ou de loin de joindre le club éventuellement, mais qui montre une telle incertitude et qui en profite pour mousser son propre, j'ai envie de dire, culte de personnalité. Pour moi, ça a été extrêmement mal reçu et je me réjouis de sa décision parce que s'il avait joint l'effectif après un tel cirque, j'ai l'impression que en fait, je suis pas certain que les supporters ou que les joueurs l'auraient pris d'un bon œil également. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, surtout ton dernier point. C'est vrai que le premier point de faire attendre des clubs pour annoncer ça au bout d'un documentaire de 50 minutes, c'est moyen, je te l'avoue. Ça fait LeBron James un peu cheap. Là. Et LeBron James, d'ailleurs, qui a dit que c'était une de ses pires décisions d'avoir fait ça comme ça. Quand même, même pour les joueurs, le message que Griezmann a fait avec ce documentaire décision-là, et qui était aussi, tu en parlais tantôt, là, épaulé par Gérard Piqué, c'est vraiment pour donner le pouvoir médiatique aux joueurs, de ne pas dépendre des médias, des journalistes, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est les joueurs qui ont le contenu. C'est les joueurs qui font vendre les papiers. C'est les joueurs qui détiennent l'information. Et souvent, elle est souvent tournée contre eux par les médias, parce que les médias veulent contrôler l'information, veulent contrôler la vie des joueurs et les choix des joueurs, souvent. Là. Donc, Griezmann, pour moi, avec Gérard Piqué, et j'ai aimé, je pense que Piqué soit dans ce projet-là et qu'il ne signe pas forcément au Barça. Parce que s'il avait signé au Barça, tout le monde a dit c'est parce que c'est Piqué qui a fait théorie du complot. Donc, j'ai aimé que Piqué soit là pour amener ce message-là, de dire que non, c'est nous les joueurs, que grâce à nos médias sociaux, parce que c'est notre image que tout le monde vend, parce que c'est notre image, notre droit à l'image que tout le monde se procure, c'est notre contenu, je vais prendre 100% le pouvoir de mon information avec mes médias, 100% le pouvoir aux joueurs, et on va montrer aussi notre réalité, parce que oui, le documentaire montre un peu un Griezmann qui fait un peu un acteur, là, qui fait comme s'il prenait une décision, mais c'est justement un côté intéressant du joueur que nous, on ne connaît pas, un côté intéressant d'un joueur qui doit choisir entre l'Atlético et le Barça, qui doit choisir entre être l'idole de l'Atlético ou d'être un très bon joueur du Barça, comme on voyait peut-être ses proches parler aussi, qui disaient comment il était divisé entre les deux.
Donc, c'est vrai que c'était pas réalisé de la meilleure des façons que par HBO ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé ce côté-là que c'est les joueurs qui parlent, que c'est les joueurs qui produisent ça. Moi, de mon côté, j'ai trouvé ça intéressant et je pense que les joueurs auraient trouvé ça aussi, justement, faire un bon statement de dire que lui a pris la décision de lui diffuser son information et surtout de la contrôler comme lui le voulait. Ouais, mais là, tu reviens sur le fait que il contrôle l'information, il passe son propre message, d'accord. Mais le timing était absolument affreux, par exemple. Non, ça c'est vrai. Le timing, je suis d'accord avec toi, pendant qu'il était en Clairefontaine et tout. Mais je sais pas si t'écoutais le dernier After, Jérôme Rotten, il disait que dans le fond, Griezmann, il attendait peut-être des certitudes de l'Atlético, parce que le salaire, ça s'était réglé depuis quelques mois. Mais qui voulait savoir est-ce qu'il allait avoir des recrues, parce qu'on sait que Griezmann, lui, son rêve, c'est de gagner un trophée important, par exemple la Ligue des Champions avec l'Atlético. Est-ce qu'il pouvait le faire avec l'équipe de l'année passée? Ouais, non, c'est ça j'allais dire, parce que... En Europa League. Ouais. Fait que là, il attendait un peu de certitude. Finalement, Roten disait aussi que les recrues attendaient aussi la décision de Griezmann. Donc, ça s'est fait un petit peu tard tout. Mais t'as raison. Tu sais, quand il se pointe en conférence de pointe avec l'équipe de France, tout le monde pense que c'est la décision et dire non, je vous l'ai dit dans 2 jours dans un documentaire. C'est vrai que ça apparaît mal, effectivement. Puis là, on parle beaucoup de Griezmann, de l'équipe de France et de l'Atlético, mais pour le Barça, le fait d'avoir... bon, on sait que Sport et Mundo Deportivo, c'est pas... ils sont, entre guillemets, indépendants du club, mais on sait tous que les informations qui sont publiées par Sport et Mundo Deportivo, ils viennent de sources qui sont quand même assez proches du club pour ne pas dire autre chose, quoi. Et le fait qu'il y a eu cette campagne qui a duré plusieurs mois, Griezmann, viendra-t-il? Est-ce qu'il va pas venir? Est-ce qu'il va signer? Est-ce qu'on va payer les 100 millions de clauses? Est-ce qu'on va avoir une sanction? Et là, pour finalement apprendre que il y a eu une augmentation de salaire puis il va rester à l'Atlético, moi je pense que c'est un fiasco total au point de vue communication en ce qui a trait au FC Barcelona. Et tu me connais, Alec, moi je suis pas quelqu'un qui critique beaucoup l'institution. Je vais critiquer les joueurs, je vais critiquer l'entraîneur, mais la plupart du temps je vais rester silencieux et je vais juste être un observateur de l'institution. Aujourd'hui, j'ai envie de critiquer l'institution. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, si Griezmann a eu des conversations avec Monsieur le Président Bartomeu, ça fait partie des règles de l'art. Un contrat qui est muni d'une clause libératoire selon les règlements de la FIFA est réputé être échu dans les 6 prochains mois. Si Monsieur le Président et Antoine Griezmann ou son entourage ont eu des conversations en septembre dernier, il n'y a pas eu illégitimité, il n'y a pas eu illégalité parce qu'en janvier, il y avait une fenêtre de transfert. Donc, c'était parfaitement légitime de le faire. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, quand Monsieur le Président se présente devant les médias et déclare sans aucune retenue que oui, effectivement, on a parlé avec l'entourage d'Antoine Griezmann, moi je pense que c'est ce genre de choses qui fait extrêmement mal à l'image de l'institution. Et c'est pas des choses qui devraient arriver dans un club ayant une telle stature. Qu'est-ce que tu veux dire dans les discussions quand il n'y avait pas de fenêtre de transfert ou le fait de le déclarer publiquement, ça fait que le Barça court après des joueurs? Le fait que le Barça court après des joueurs derrière les coulisses, j'ai pas de problème avec ça. Ok? C'est quelque chose qui se fait, ça fait partie de la game. Moi, c'est le fait de le dire aux médias avant même de savoir, avant même que le transfert soit bouclé premièrement. Le joueur est encore sous contrat avec l'Atlético Madrid, il y a une saison en cours. Je pense que c'était un peu avant l'Europa League en plus. Donc, président Bartomeu, il n'y avait pas à dire ça. Mais je pense que en plus de ça, il y a double faute parce que non seulement le président l'annonce pendant que le joueur est encore sous contrat, mais en plus de ça, le joueur décide finalement de rester avec son club.
Ouais, et tu vois, j'avais beaucoup de commentaires qui, moi, ils m'ont fait un peu mal à mon Barça, comme on dit. Ouais. L'année passée, Neymar est un petit peu joué avec la direction. Là, on a un petit peu la sensation de Griezmann est joué avec la direction. Ça fait 2 fois que le Barça se fait, j'ai envie de dire, se Mais fait tasser par trois des fois, joueurs, Alec, hein. parce que Verratti aussi nous l'a fait l'été dernier. On n'en parle pas vraiment beaucoup à cause de l'affaire Neymar, mais il y a eu Ouais. Verratti et ensuite Neymar et maintenant Griezmann. Absolument, et je pense que le Barça, tu l'as dit, dans cette institution-là, perd un peu de plume. Et ça, c'est depuis quelques années, depuis les scandales Russell, surtout, j'ai envie de te dire, où le Barça, on commence à regarder un peu ça, on regarde le club un petit peu de loin, puis dire, ah, on dirait quelque chose qui change, c'est plus comme avant. Il y a moins cette aura du Mescum Club, UNICEF et tout. Et oui, je suis d'accord avec toi dans le sens où le Barça qui doit passer dans les médias pour mettre la pression sur un joueur pour qu'il signe ici, c'est pas le Barça, c'est pas un grand club en fait. Est-ce qu'on voit le Bayern faire ça? Est-ce qu'on voit, j'ai pas envie de nous comparer au Real Madrid, mais le Real Madrid, ils font pas ça, ils signent les joueurs. Le Real Et Madrid, par exemple. s'il nous a dit non, ben tant pis pour lui. Et je pense que c'est ça que le Barça doit faire, être un grand club. Ouais, non. On va revenir au Real Madrid un peu plus tard. Là. Je sais que tu sais que j'ai un point là-dessus. Mais pour continuer avec le Barça, non, c'est absolument scandaleux. Puis déjà en partant, Monsieur Bartomeu, moi je salue les efforts qu'il fait du point de vue financier parce que il a redressé une situation qui était complètement désastreuse. Bon, depuis l'ère Laporta, après il y a eu son prédécesseur Rosell. Donc il a rétabli une certaine stabilité du point de vue finance. C'est un domaine dans lequel il excelle tout à fait. Mais moi, je pense que le sportif, il devrait juste pas commenter là-dessus et laisser la direction sportive faire son travail et basta, quoi. Maintenant, si je peux parler d'une autre déception que j'ai eue par rapport à toute cette affaire, Gérard Piqué, moi je pense qu'il aurait dû rester loin de toute cette affaire. Il aurait pas dû s'en mêler. Il veut que sa compagnie produise le vidéo de Griezmann. Tout le monde a le droit de faire de la business. J'ai aucun problème avec ça. Mais le fait qu'il le fasse en son nom personnel, c'est quelque chose avec quoi j'ai eu énormément de problèmes. Je comprends ton point. Après, comme je te disais tantôt, Piqué, le fait du côté où lui, depuis quelques temps, en faisant des collaborations avec The Players Tribune, où c'est vraiment les joueurs qui parlent, le média des joueurs, veut donner 100% pour un joueur. Il y a sa compagnie de production qui veut donner ça aussi. Mais je suis d'accord avec toi, en même temps, il est au Barça, fait que c'était un petit peu un conflit d'intérêt. Exactement, c'est le mot que je cherchais. C'est vraiment, effectivement, un conflit d'intérêt, absolument. Et moi, il y a une info qui est sortie aujourd'hui. Je sais pas, je suis pas convaincu de sa véracité, mais je vais la partager quand même. Paraît-il que Gérard Piqué a appris en même temps que nous que Griezmann allait rester avec l'Atlético. Donc, il aurait été floué autant que le public. Et ça fait que je suis encore plus déçu de lui parce que comment tu peux être investi dans un tel projet sans avoir pris certaines assurances? Moi, au contraire, je suis content de savoir qu'il est appris en même temps que nous. Je suis content qu'il n'y ait pas eu d'influence sur la décision de Griezmann, dans le sens que je produis ton vidéo juste tu signes au Barça. Tu sais, je suis content qu'il s'est dit, moi, je suis là comme producteur. Tu sais, on parlait de conflit d'intérêt. Là, j'ai l'impression qu'il s'est mis, moi, je suis là pour mettre mon nom dans ma compagnie de production pour faire ton petit vidéo de décision. Mais côté sportif, moi, je me retire 100%. Oui, son nom est lié au Barça. Griezmann, sa décision est liée au Barça, donc ça fait un conflit d'intérêt. Mais de savoir que Piqué le savait pas, moi, à l'inverse de toi, là, moi, ça me rassure. Je me dis, au moins, il a été capable de se mettre de côté, puis de dire, regarde, c'est ta décision. Je sais que je joue au Barça, mais fais ce que tu penses qui est mieux pour toi. Nous, on va produire ça pour que ce soit le plus bien fait possible par nous, les joueurs. Et prends ta décision, je vais le savoir en même temps que tout le monde. Ouais. Mais écoute, d'une façon ou d'une autre, cette histoire est finalement terminée, puis on peut enfin passer à autre chose. Ouais, et tu sais quoi? Et j'espère que la direction n'avait pas que comme seul plan Griezmann. Mais tu connais bien la direction, et il y a de quoi être inquiet.
Ben, absolument. Il y a de quoi être inquiet. Premièrement, on est riche de toute façon en attaque. On est riche en attaque. On n'avait pas besoin d'un Griezmann. On a essayé de faire le casse-tête 1 million de fois. Où est-ce qu'on le place? Qui va sur le banc? Tu sais quoi? Moi, je pense à un petit Ousmane Dembélé aujourd'hui et je suis très content pour lui. Et j'espère que ça lui enlève un poids sur les épaules et qu'il va pouvoir faire la Coupe du Monde de sa vie et qu'il va nous revenir en pleine forme parce qu'on fait confiance en lui et on a hâte de voir le sommet de son potentiel. Et moi, je suis vraiment optimiste à l'idée de le voir jouer une saison complète l'année prochaine et s'imposer comme titulaire au Barça et peut-être même en équipe de France dès ce mois-ci. Absolument, il paraît qu'il va être titulaire au premier match selon les infos qui ont fuité. Donc c'est quand même une surprise, parce qu'après la saison du Barça, tout le monde se disait s'il allait être dans les 23 ou s'il va, c'est sur le banc. Et il paraît qu'il va être titulaire, donc est-ce que s'il pourrait faire une énorme Coupe du Monde, comme tu l'as dit, il va revenir avec une grosse confiance. Griezmann qui est pas dans ses pattes, et ça va être à lui de nous montrer à quel point il va briller. Eh bien, tant mieux, et on lui souhaite énormément de succès, et on souhaite qu'il va nous rendre fiers. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu des matchs. Je vais commencer avec le dernier match de la journée parce que ça a été le match le plus excitant. Et il y a eu même énormément de polémiques dans les deux camps avant que le match commence, dans la semaine qui s'est produite avant d'arriver à ce match-là. Portugal contre Espagne, pour moi, c'était un classique. Ouf. C'est un match qu'on va en parler dans 30 ans, puis vous savez quoi, je l'ai vu dans la télé. C'était un chef-d'œuvre. C'était un chef-d'œuvre. Il y avait de tout. Il y avait des tirs, il y avait des passes, il y avait de la création, il y avait du tiki-taka, même à l'ancienne, que je pensais jamais revoir. C'était vraiment football champagne. J'utilise pas beaucoup cette expression-là, mais je pense que c'est le moment parfait pour l'utiliser. Aujourd'hui, c'était vraiment football champagne. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était deux grandes équipes qui n'ont pas joué pour ne pas perdre. Les deux, ils ont joué pour montrer à l'autre que c'était nous les meilleurs, qu'avec notre football, on va dominer, on va gagner. Et c'était ça, tu sais, c'était les qualités du Portugal contre les qualités de l'Espagne à fond, sans arrière-pensée de comme attention, faut pas se prendre un but. Non, les gars, ils ont joué à fond. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel et tu sais quoi, les Portugais ont pu compter sur un grand Cristiano Ronaldo, je vais le dire. Je sais que les gens aiment pas que je dise ça, mais Cristiano Ronaldo aujourd'hui a eu un excellent match dans le registre qui est le sien. Cristiano Ronaldo n'est pas un joueur complet, n'est pas un créateur, c'est pas un ailier, c'est un numéro 9 à l'état pur. Mais comme numéro 9 à l'état pur, c'est un des plus dangereux numéro 9 au monde. Et aujourd'hui, il a fait un travail de numéro 9 qui était, selon moi, absolument impeccable. Absolument, c'était le leader sur le terrain. Tu sais, on est le blogueur dans le podcast, on peut pas trop s'attarder sur Cristiano, mais on doit quand même rendre à César ce qui appartient à César. Son match était historique en tant que leader, de capitaine. Il a délivré la marchandise et encore plus. Je pense que c'est un match historique avec une performance historique de Cristiano Ronaldo. Sinon, moi, le Blaugrana qui m'a le plus impressionné n'a même pas joué tout le match. Et il n'a pas été un Blaugrana depuis longtemps. Donc, je vais ouvrir une petite parenthèse club des ex. Thiago m'a fait, à la limite, il m'a fait pleurer. Je te jure, Alex, je regardais l'entrée de Thiago, comment que ça a révolutionné le match du côté espagnol. Il y a eu une séquence à un moment donné où est-ce qu'il a dû bien avoir au moins une dizaine de passes consécutives, mais du vrai tiki-taka à l'ancienne, qui s'est terminé par une action qui a mené quand même à une bonne opportunité. Et c'était lui vraiment le regista de cette équipe quand il est rentré. C'était lui le meneur de jeu. Quand tu vois Thiago avec le numéro 10 derrière son dos, c'est pas parce que c'est nécessairement le meilleur joueur de l'équipe, mais c'est vraiment parce que le rôle de numéro 10, quand lui est sur le terrain, ben c'est vraiment lui qui l'occupe, et il l'occupe avec brio. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que Thiago allait être un box-to-box
ou un milieu défensif, mettons, dans un système à deux milieux devant la défense. Mais moi, je pense qu'il a vraiment évolué comme étant un meneur de jeu et que c'est un rôle qui lui va à merveille. Je suis d'accord, moi, Thiago, quand il était au Barça, c'était un de mes joueurs préférés, même si je ne jouais pas beaucoup. Là, on avait le fameux triangle Iniesta, Xavi, Busquets à l'époque. Mais il y a, dans ses pieds, il y a de la magie. En fait, c'est tellement de la qualité d'extraterrestre, mais aussi il y a une classe. Quand il joue, il est comme au ralenti. Il va prendre des extérieurs du pied. Il y a du style quand il joue, il y a de la classe quand il joue. Pour moi, quand il est parti au Barça, j'étais très triste de le voir partir. Et j'espère de tout cœur, il y a des rumeurs, là, ça me fait énormément plaisir. J'espère de tout cœur que ce gars-là va revenir au Barça. C'est un joueur du Barça. Il y a le tiki-taka dans lui. Il y a cette classe que le Barça, que les joueurs du Barça ont, que Xavi avait, que Xavi et Iniesta ont, que Busquets ont, que Guardiola avait, que Johan Cruyff avait, j'ai envie de te dire. Thiago, c'est un joueur du Barça. Il doit porter nos couleurs à nouveau. Hashtag on veut Thiago. Moi, si je veux enlever mon chapeau de supporter puis remettre mon chapeau business, ma seule inquiétude avec Thiago, c'est ses blessures à répétition et son prix. Si on peut négocier son prix à la baisse de façon à ce qu'il soit plus proche de sa juste valeur marchande, si on compte tenu du fait qu'il est souvent blessé, ce serait la meilleure décision qu'on pourrait prendre cet été. Il y a un 100 millions d'euros qu'on vient de ne pas dépenser. Mm-hmm. Donc, le Bayern demande 50 millions, mais le Bayern nous l'ont quand même... comment je pourrais dire? Il y a des rumeurs qui disent qu'une première approche a été faite, mais je suis pas sûr qu'on s'est vraiment assis à la table des négociations puis qu'on a vraiment approfondi la discussion à ce sujet. Mais si on pourrait s'entendre avec le Bayern, que ce soit à 30, que ce soit à 40, ce serait vraiment l'acquisition de l'été. Je suis d'accord. Dans l'entrejeu, on parlait du remplaçant d'Iniesta. J'ai souvent dit que moi, Coutinho, je le voyais pas forcément comme un Iniesta. Thiago, lui, je le vois comme un Iniesta. C'est un gars qui peut dicter le tempo comme un milieu de terrain, mais il peut aussi faire des percées un peu dans la défense comme un milieu peut-être plus offensif. Tandis que Coutinho, moi, je pense que lui qui, dans le dernier geste, il va être plus létal. Je pense que Thiago, derrière lui, ça serait très, très, très intéressant. Là. Donc, à suivre, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler de ce sujet. Non, absolument. Sinon, bon, je sais que tu n'as pas vraiment eu la chance de voir le match dans sa totalité, mais dans qu'est-ce que tu as vu? Est-ce qu'il y a un joueur du Barça qui a retenu ton attention de par ses performances aujourd'hui? C'est assez drôle. Je vais démontrer mon objectivité en disant que j'avais brisé Jordi Alba, mais pour moi, aujourd'hui, il a fait un très bon match. Il a très bien cherché le décalage. Il a fait des passes en retrait dangereuses. Là, il y a une à deux à David Silva ou Iniesta, je pense à une chaque, où il crée des opportunités. Il a été très généreux dans ses appels. Défensivement, je ne l'ai pas vu trop mal, même s'il n'a pas été très bon non plus. Je pense que Jordi Alba fait un très bon match. Sinon, Busquets, évidemment, qu'il a fait un match en fait exceptionnel. Il a fait du Busquets, c'est un genre qu'on voit pas beaucoup, mais qui réussit, je pense, 94% de ses passes dans un match avec une qualité aussi élevée, avec des Portugais quand même très bons au milieu de terrain. Donc pour moi, Busquets et Alba, c'est les deux joueurs que j'ai retenus positivement. Sinon, Iniesta, je l'ai trouvé un petit peu mou, j'ai envie de te dire. D'accord. Donc, rappelons que le Portugal et l'Espagne ont fait un match nul de 3-3. Et dans le groupe B, l'Iran se trouve en première position. Portugal et Espagne en égalité au deuxième rang. Et le Maroc, malheureusement, qui se trouve provisoirement en dernière place après une défaite crève-cœur de 1-0 contre l'Iran. Donc, ça, c'est pour le groupe B aujourd'hui. Maintenant, il y a eu un match du groupe A ce matin, très tôt ce matin, à l'heure locale. Le match a commencé à 8h du matin, heure de Montréal, entre l'Égypte et l'Uruguay. Et bon, c'est un match que l'Uruguay a gagné 1-0, mais
après vraiment un match que je dirais qui était assez partagé, malgré la supériorité technique des Uruguayens. Par contre, si je me concentre sur la performance de notre Blaugrana à nous, Luis Suarez, il y a quelques petites inquiétudes à avoir, certes. Il y a eu beaucoup de déchets techniques, il y a eu beaucoup d'opportunités manquées. Quelques face-à-face. Un où est-ce qu'il y a eu un tir qui est tombé sur le petit filet. Un autre où est-ce qu'il n'y a même pas eu de tir, où est-ce que le gardien a eu le temps de carrément prendre la balle entre les pieds à Luisito. Et bon, moi j'ai envie d'être optimiste avec Luis Suarez. Je sais que ça lui prend un petit peu de temps pour se mettre en marche. Sauf que dans une compétition aussi courte, où les résultats doivent arriver vite et où on doit être décisif, il faudrait vraiment qu'il se réveille contre l'Arabie Saoudite ou contre la Russie, parce que sinon ça va pas le faire pour un tournoi de si courte durée. Ouais, mais moi je te trouve gentil, je t'en ai déjà parlé, pas du tout été fan de la saison de Suarez, même l'année passée, je trouve qu'il n'a pas été très bon. Techniquement, on dirait qu'il perd de match en match, c'est assez étonnant même, il rate énormément de combinaisons faciles pour un joueur de sa qualité. Cavani aujourd'hui était extraordinaire, surtout quand tu vois un Suarez à côté. Il lui a donné trois balles de but, les 3 qu'il les a gaspillées. C'était même pas proche. Là. Des fois, c'est des décisions, on dirait qu'il y a un contrôle, après il hésitait. J'ai pas du tout reconnu le Luis Suarez qu'on était habitué à voir. Et quand je te disais qu'il fallait acheter un neuf pour le concurrencer, mais aussi peut-être pour le remplacer, donc un gars quand même de qualité, en regardant Suarez aujourd'hui, j'en étais encore plus convaincu. Je suis un petit peu plus tranchant que toi, dans le sens où je pense que Suarez, si on lui donne une année de 9 titulaires l'année prochaine, ça va être une année de trop et une autre année gaspillée pour Lionel Messi. Mais justement, là, il y a 2 choses auxquelles que je pense dans ce que tu viens de dire. Premièrement, Luis Suarez, son prochain match, c'est mercredi contre l'Arabie Saoudite, donc le déblocage, c'est quand même raisonnable de penser que c'est là qu'il va arriver. Et une fois qu'il débloque, il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Moi, je le crois à 100%. Mais t'emmènes un autre point par rapport à son remplacement, puis c'est quelque chose que je voulais couvrir de toute façon. Il y a une information qui m'était venue plus tôt cette semaine de Karim Skakni, qu'on salue, qui nous écoute et qui est membre du Club Blaugrana de Montréal également. Et lui, il m'avait informé que au Sporting, Club Portugal, il y a des joueurs qui ont été résiliés, qui sont partis libres à cause d'un scandale qui est arrivé où les supporters ont attaqué l'équipe. Je ne veux pas m'attarder trop sur ce sujet-là, mais il y a un joueur là-dedans auquel je pense comme étant un joueur qui pourrait répondre à ce besoin-là, comme étant un remplaçant légitime de Suarez, et c'est Bas Dost. Bas Dost, qui était un candidat sérieux au soulier d'or européen quand même assez souvent. Il avait brillé avec Wolfsburg, il a brillé avec le Sporting. Je pense avec le Sporting, sa moyenne, c'est 1 but par match carrément. Ouais, c'est le Portugal, c'est pas l'Espagne. Mais on parle d'un marqueur naturel qui a seulement 29 ans. Ce qui veut dire qu'il est dans son prime pour un numéro 9. Et il arriverait gratuitement. Donc on aurait juste à lui payer un bonus de signature et un salaire compétitif. Mais est-ce que toi tu penses que avoir un numéro 9 qui peut vraiment compétitionner avec Luis Suarez, qui peut peut-être même peut-être pas lui prendre une place de titulaire, mais prendre un plus grand nombre de matchs qu'un Paco Alcácer par exemple, est-ce que tu penses que c'est ça que Luis Suarez aurait besoin? Je pense que au-delà de ce que Suarez a besoin, je pense qu'on est rendu au point où voir ce que le Barça a besoin. Je pense que l'arrivée de Neymar, par exemple à l'époque, pour Suarez, c'était parfait. Parce qu'il y avait 2 monstres à ses côtés, il est très intelligent dans ses mouvements. Donc, grâce à Suarez, Messi et Neymar marquaient plus de buts, et grâce à Messi et Neymar, Suarez marquait plus de buts. Là, seulement avec Messi, on l'a vu, pour moi, le plus bel exemple, c'était le match contre la Roma. Le match retour où Messi devait dribbler 4 joueurs et trouver Suarez entre 3 joueurs et devait lui donner une balle parfaite parce que Suarez sinon ratait son contrôle ou ratait le 1-2.
Ça fait beaucoup là, pour Lionel Messi, ça fait beaucoup pour une équipe qui dépend que de Messi parce qu'il doit commencer les actions et ne peut pas les finir parce que la balle ne lui retombe pas dans les pieds. Est-ce que Basda a ces qualités-là de combinaison? Je t'avoue qu'il faudrait regarder peut-être un petit peu plus ces matchs avec attention là-dessus, mais c'est une piste qui est très intéressante. 2 dernières saisons au Portugal, en 2016-2017, 31 matchs, il marque 34 buts. La saison l'année dernière, 19 matchs, 19 buts. Donc, c'est exceptionnel. Mm-hmm. Par contre, en Ligue des Champions, en 2016-2017, 6 matchs, 1 but. L'année dernière, donc, 8 matchs, 3 buts. Donc, c'est peut-être quand la compétition est élevée qu'il y a peut-être plus de difficultés. Donc, pour moi, je pense que, comme je te disais tantôt, Basdas comme numéro 2 en 9, ça serait très intéressant. En plus, il va probablement réaliser son contrat, donc il sera gratuit. Mais moi, encore une fois, je vais te ramener cette pensée-là que j'avais eue, que je pense pas que ça va se produire, mais qui est pas infaisable. C'est moi, je vends Suarez et j'amène quand même Lewandowski. C'est un gars que le Bayern veut vendre. Enfin, il n'est pas contre l'idée de le vendre parce qu'il y a beaucoup de Lewandowski a critiqué la direction. Quelque chose qu'on n'accepte pas trop au Bayern. Donc, je pense que ça serait le temps de le sortir de là. Tu lui mets Messi à côté. C'est un neuf établi qui va être revanchard, qui va montrer au Bayern, je vais vous montrer pourquoi vous me critiquez. Je veux une Ligue des Champions. Et tu mets Basdas derrière lui, qui est grand, 1m95 et qui est une machine à but aussi. Et tu donnes 2 tueurs à Messi. Messi a besoin d'un 9 tueur aussi, là. Et le Barça aussi, je pense que c'est au changement de 9 que doit avoir le Barça. Pas forcément une concurrence pour Suarez. Pour moi, ça, c'était l'année dernière. Maintenant, il faut un changement comme 9. C'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que moi, je suis un peu inquiet des performances de Lewandowski par rapport à la constance au plus haut niveau. C'est sûr qu'il empile des stats incroyables en Bundesliga, mais quand c'était le temps de faire le travail contre le Real Madrid, il n'a pas exactement répondu présent. Et c'était le moment justement où est-ce que le Bayern avait le plus besoin de lui. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Donc, Lewandowski au Bayern, c'est 4 saisons, 0 finale de Ligue des Champions. Je pense 2 éliminations en demi-finale et 2 encore de finale, si je me trompe pas. Ouais, ça fait du sens. Donc, est-ce que c'est vraiment... C'est sûr que c'est un upgrade au niveau de l'âge et de la forme physique. C'est sûr que c'est un upgrade au niveau de peut-être... même, je dirais, les performances en Ligue. Mais pour la Champions League, qui est assurément notre objectif suprême, je suis pas sûr que c'est la réponse à nos questions en ce moment. Je te dis pas que Luis Suarez c'est la réponse à nos questions, mais si on est pour se départir de Luis Suarez pour ramener un Lewandowski, je suis pas convaincu que ça nous permette d'arriver d'atteindre nos objectifs d'une façon immédiate. Après, qu'est-ce que Luis Suarez avait comme statistique et palmarès avant de signer au Barça? Après, il marque en finale de Ligue des Champions. Quel autre neuf au monde pourrait dire qu'il a marqué dans des demi-finales, finale Ligue des Champions et on a gagné? Soit avec la domination des équipes espagnoles, sont soit chez nous, soit dans le club rival. Donc on peut pas les avoir. De toute façon, on s'entend que le neuf de l'autre côté, je pense pas qu'il nous intéresse beaucoup. Là. Ben, le neuf de l'autre côté, ouais, c'est ça. Le neuf de l'autre côté. C'est ça, je pense pas que même sportivement, même si l'impossible serait possible, on le prendrait quand même pas. Non, je pense pas. Donc là, tu as Lewandowski qui met presque un minimum, qui met dans les 3 dernières années 30 buts, 29 buts. Et ça, c'est seulement en championnat parce que dans les 3 dernières années, il a mis minimum 50 buts. Ouais. C'est un 9 de classe mondiale. C'est dans les meilleurs 9 au monde, je pense que je le mets au top. Parce que Suarez s'est baissé, parce que Cavani joue en France. Ça va être avec tout le respect que j'ai pour la Ligue 1. Oh ouais. Donc pour moi, Lewandowski, si ce conflit-là avec le Bayern n'est pas réglé, parce qu'évidemment, on ne connaît pas tous les détails, faut sauter sur ce joueur-là. Je pense que c'est le gars qui peut nous faire passer un cap dans la Ligue des Champions. Parce que justement, tu l'as dit, Dortmund, il met 4 buts, il sort le Real Madrid, il va en finale, il perd. Au Bayern, il n'a jamais réussi à faire leur exploit. Le Bayern le vend
il prend ça comme peut-être pas une insulte, mais tu sais, comme en disant j'ai Un joué. facteur de motivation. Exactement. On va au Barça. Barça, ils ont gagné des Ligas, ils veulent une Ligue des Champions maintenant. Surtout avec les derniers gagnants. Barça veut une Ligue des Champions. Messi a déclaré on veut une Ligue des Champions, il faut acheter les meilleurs joueurs. Lewandowski a déclaré on a besoin de meilleurs joueurs pour le Bayern, la Ligue des Champions. Tu le mets les deux ensemble au Barça avec Messi, qui veut regagner une Ligue des Champions. Lewandowski qui veut gagner une Ligue des Champions. Moi, je pense que ça ferait des flashs. À suivre, mais il va falloir sortir le chéquier. ça va pas être donné si on fait cette opération-là. À suivre. Non, c'est ça. Ok. Sinon, si on peut maintenant passer aux infos de la semaine. Premièrement, j'aimerais parler d'un film qui est sorti en Angleterre cette semaine. Un film qui m'intéresse énormément et j'ai très très hâte qu'il soit à l'affiche au Canada. Parc Jurassique. Non. Bobby Robson, More Than a Manager. Il n'y a pas de version française au moment où on se parle. Il n'y a qu'une version anglaise. Je crois qu'il existe une version sous-titrée, mais je suis pas certain. Mais premièrement, qui est Sir Bobby Robson? Sir Bobby Robson est un entraîneur qui a été de passage au Barça dans les années 90, dans la saison, plus précisément dans la saison 96-97. Et Bobby Robson est celui qui a emmené Luis Figo et Ronaldo Nazario au Barça. Et dans sa seule saison au Barça en tant qu'entraîneur, Bobby Robson a fait un doublé Copa del Rey, Coupe des Coupes. Pour nos auditeurs qui sont un peu plus jeunes, la Coupe des Coupes était la deuxième plus importante compétition européenne à l'époque. Quand une équipe gagnait sa coupe domestique, elle participait à la Coupe des Coupes. Quand elle finissait première de sa ligue, elle participait à la Ligue des Champions. Il n'y avait pas de top 4 comme maintenant. C'était premier à la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe à la Coupe des Coupes. Quand le champion de la Ligue faisait un doublé, c'était le finaliste qui allait à la Coupe des Coupes. Et ensuite, il y avait la Coupe UEFA qui était la troisième compétition. Et je pense que c'était le deuxième de la Ligue. Et plus la Ligue était forte, plus il y avait de représentants. Finalement, la Coupe des Coupes a été fusionnée avec la Coupe UEFA pour former l'Europa League. Mais le trophée qui est remis maintenant, c'est la Coupe UEFA. Le trophée de la Coupe des Coupes est dans un musée au moment où on se parle. Et fait intéressant, l'équipe qui a remporté le plus de Coupes des Coupes est le Barça, avec 4. 1979, 1982, 1989 avec Johan Cruyff et 1997 avec Sir Bobby Robson. Qu'est-ce qui est spécial aussi avec Sir Bobby Robson? Premièrement, c'est que il a fait une saison comme entraîneur et il y avait avec lui comme adjoint José Mourinho. Et José Mourinho a fait ses classes avec Sir Bobby Robson et il est devenu entraîneur grâce à Sir Bobby Robson. Au début, José Mourinho était seulement un traducteur et il était le traducteur de Sir Bobby Robson pendant son séjour au Portugal. Sir Bobby Robson a entraîné le Sporting, il a entraîné FC Porto. Et quand il a quitté le Portugal pour venir au Barça, il a emmené José Mourinho avec lui. Et à ce moment-là, José Mourinho était devenu son assistant. Ils ont fait cette année-là ensemble, qui était quand même remplie de succès. Un doublé, c'est quand même admirable. Et à la fin de cette année-là, la direction du Barça lui a donné une promotion. Ils l'ont nommé directeur général. Et ensuite, Louis van Gaal est venu comme entraîneur sous la demande de Sir Bobby Robson. Et Louis van Gaal est demeuré, a conservé Mourinho comme adjoint. Et à la première année de Louis van Gaal, le Barça a fait un doublé Copa del Rey, Liga. Et c'est par la suite de ce doublé que Sir Bobby Robson a décidé de quitter son poste et de retourner en Angleterre. Et c'est là où est-ce que je voulais particulièrement en venir. Sir Bobby Robson avait de graves problèmes de santé. Il avait été diagnostiqué avec un cancer du cerveau avant même d'avoir reçu une offre du Barça.
Et quand il a reçu l'offre, il a quand même accepté l'offre d'entraîner le Barça. Et il est venu au Barça. Il a entraîné le Barça pendant 1 an. Il a été directeur général 1 année de plus. Et ensuite, il est retourné chez lui, sachant qu'il vivait avec cette maladie. Finalement, il a réussi à passer au travers de la maladie et il est seulement décédé en 2009. Donc, si vous avez la chance de voir ce film, c'est une légende qui est oubliée du Barça, mais c'est une légende du Barça. Moi, quand j'étais enfant, je regardais le Barça et bon, j'ai commencé avec Cruyff et après Cruyff, le deuxième entraîneur que j'ai connu dans ma vie, c'était Sir Bobby Robson. Donc, je vous le conseille absolument si vous avez une chance de le trouver. Et après cette description, Alex, je vais te laisser rajouter quelques mots. Ouais, absolument. En fait, j'ai découvert le film en fait avec toi quand tu as préparé l'émission. En fait, c'était un peu courant. Et tu m'en parles et ça donne beaucoup envie. On parle souvent le fameux culture foot. Tu sais, je pense que ça en fait partie surtout du Barça. Excellent, excellent. Donc, à suivre, mais j'ai même envie de faire une petite révision du film une fois que je l'aurai regardé, mais je vais m'empresser de le trouver. Donc, prochain sujet, Gérard Deulofeu, qu'on avait racheté l'été dernier 12 millions d'Everton par voie de prêt à l'AC Milan et qui avait déçu sur une demi-saison. On avait finalement pris la décision de le prêter à Watford et il y a quand même eu du succès à Watford relativement à la taille de ce club et le fait que c'est un club de milieu, sinon de milieu de tableau de Premier League. Il y a eu un succès relatif là-bas et finalement les dirigeants de Watford ont décidé de le garder et on a réussi à le vendre à 13 millions d'euros plus 4 millions en variable. Est-ce que tu penses que c'est une bonne décision d'abord pour Deulofeu de poursuivre sa carrière là-bas? Bah oui, je pense que Deulofeu devrait être surtout dans la recherche du temps de jeu. Il avait eu du temps de jeu en Angleterre, il a quand même une bonne cote là, depuis son passage à Everton. Donc oui, je pense que c'est une bonne décision pour lui, pour le club. S'il y avait une meilleure offre, je pense qu'on l'aurait vendu ailleurs. Après, je pense que le vendre à l'endroit où il est bien, où lui se sent bien, où le club est content de lui, je pense que c'est quand même une décision classe du club, tu sais, de pas vraiment chercher le 2 millions de plus juste pour le profit. Je pense que c'est bien pour tout le monde, effectivement. Excellent. 2 petites infos en rafale. Riqui Puig et Carles Pérez, de nos respectivement des juvéniles et du Barça B. Ben, maintenant, Riqui Puig, on peut peut-être espérer qu'il va être au Barça B l'année prochaine. Donc, Riqui Puig prolonge jusqu'en 2021 et Carles Pérez prolonge jusqu'en 2020. Tous les deux avec une clause de 100 millions. Donc, c'est notre ami Rally qui va être très content de ces 2 nouvelles. Ah, absolument. C'est le futur. Avec des grosses clauses, on voit que le Barça tient à ces jeunes-là maintenant. Faut vraiment arrêter avec les clauses à 2 millions là, que les grands joueurs, que les grandes équipes vont venir payer, comme quand toi et moi on va au dépanneur. Je pense que je suis content en fait que les jeunes prolongent en espérant après, comme Khalid nous avait parlé, que Pimienta allait vraiment les faire exploser dans le club, au sein du club. Mais c'est une bonne nouvelle, effectivement. Parfait. Une dernière petite info. Marlon qui va revenir de son prêt à l'OGC Nice. Rappelons que l'OGC Nice s'était entendu avec le Barça sur un prêt de 2 ans avec une clause d'achat obligatoire de 20 millions au bout de 2 ans, mais que le Barça avait le droit de rappeler le joueur à tout moment, c'est-à-dire à n'importe quelle fenêtre de transfert pendant ces 2 années-là. Donc le Barça a décidé de rappeler le défenseur central brésilien et on parle d'une possibilité de vente pour 15 millions d'euros à West Ham United. Ouais, c'est assez... j'ai envie de te dire, Marlon, on l'a pas vraiment vu. J'aurais aimé le voir à la place de Yeremina, par exemple. Je pense que Marlon a plus de qualité de joueur du Barça. Il a l'air propre avec le ballon. Mais après, si on peut le revendre 15 millions et que la direction qui a recruté et analysé le joueur pense qu'il ne jouera jamais pour le Barça, je pense que ça fait une bonne vente aussi. Hein.
Honnêtement, j'aurais préféré le conserver cette saison et ne jamais avoir acheté Yerry Mina. C'est ça. Je pense que Marlon, il a pas joué beaucoup de matchs pour le Barça, mais quand il a joué pour le Barça, il a montré énormément de confiance et énormément de sérénité dans son jeu. Je trouvais qu'il faisait un duo quand même efficace avec Samuel Umtiti quand il a apparu en Liga. Donc, si on peut le garder, je serais très content. Mais si, comme tu le dis, pour une raison ou pour une autre, le staff technique décide que c'est une meilleure décision de le vendre, mais à ce moment-là, je lui souhaite la meilleure des chances. Et moi, en tant qu'observateur du Barça, il m'a jamais déçu. Et bon, on sait jamais, peut-être qu'il peut partir pour mieux revenir aussi. Si on est capable de le vendre avec une clause de rachat qui est quand même intéressante, peut-être qu'il peut aller développer son football ailleurs et revenir encore plus fort. Absolument. On a le temps pour quelques petites questions? Oui, bien sûr. De nos chers auditeurs. Une question de Faisal qui est justement en lien avec la Coupe du Monde en plus, donc c'est parfait. Quel serait l'impact de cette Coupe du Monde sur la prochaine saison du Barça? Ben, moi je pense que le facteur à suivre, le joueur à suivre dans cette Coupe du Monde, c'est Ousmane Dembélé. Je pense qu'un Ousmane Dembélé en pleine possession de ses moyens pendant cette Coupe du Monde va être bénéfique pour lui et il pourra à ce moment-là nous revenir en pleine confiance. Sinon, pour les autres, j'ai envie de dire, quand j'y pense rapidement, à part Vermaelen et Yerry Mina, que je peux pas envisager qu'ils vont être de retour avec nous, Ter Stegen malheureusement qui joue pas, et les autres joueurs du Barça sont quand même très expérimentés, ils ont déjà fait leurs preuves, donc je pense que celui qui a vraiment tout à gagner durant cette Coupe du Monde et qui est vraiment à surveiller, c'est Ousmane Dembélé. Absolument, et même à l'inverse, j'ai envie de te dire, bon, je sais, j'ai l'air de m'attarder sur lui, mais si Suarez est vraiment mauvais tous les matchs, est-ce que ça va changer aussi le mercato du Barça? Est-ce qu'on va se dire qu'il faut vraiment un neuf finalement? Ou tu penses que Suarez, il n'y a pas trop à jouer dans ce coup du monde-là concernant son poste au Barça? J'espère que le Barça va pas tomber dans le piège d'évaluer son mercato basé seulement sur une Coupe du Monde. Il y a un club ailleurs en Espagne qui avait recruté un joueur qui était très performant lors de la dernière Coupe du Monde et qui a payé très cher pour lui. Et ce joueur-là a fini par se retrouver sur le banc et aujourd'hui il est en prêt dans un autre grand club en Allemagne. Donc, de baser son mercato sur une Coupe du Monde, moi je pense que ça peut être très très dangereux. Non, c'est pas faux, c'est un bon point. Sinon, une question de Kelly, une bonne question en fait. Les Pays-Bas avec Klaassen, je prononce toujours son nom, ne joue pas la Coupe du Monde. Et beaucoup de clubs anglais seraient très intéressés à le recruter. Bon, il était très bon en Copa. Et en fait, dans tous les matchs, on a eu besoin de lui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il s'en va? Est-ce qu'il reste comme numéro 2 ou est-ce qu'il doit foncer sur une place de numéro 1? Qu'est-ce que tu en penses? Gardien numéro 2. J'ai aimé la réponse du club quand il y a eu des rumeurs cette semaine. Comme quoi que Cillessen voulait partir parce qu'il voulait jouer plus. Le club a répondu... La clause de Cillessen, c'est de 60 millions. Si un club veut payer 60 millions pour l'avoir, Cillessen pourra partir. Et moi, je pense que ça a été une réponse absolument géniale du club. On est content de l'avoir. Il est très productif pour nous. Même point de vue personnalité, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais j'ai envie de dire, si on le laisse partir pour lui rendre service, ben nous, après, on fait quoi? Si Ter Stegen se blesse, on fait comment par la suite? On va magasiner un autre gardien ailleurs qui va peut-être ou peut-être pas faire le travail. On en a un sur lequel on peut compter. Gardons-le. Et si quelqu'un veut lever sa clause, ben advienne que pourra, ça fait partie du football. Mais moi, je suis pas prêt à le vendre pour service rendu. Ça me permet d'être très serein de savoir que s'il y a un poste où on est absolument blindé, c'est le poste de gardien de but, que ce soit avec Ter Stegen ou que ce soit avec Cillessen. Donc, moi, je tiens à garder Cillessen. Absolument. D'accord avec toi, rien d'autre à rajouter. Surtout que c'est quand on l'a déjà dit au bilan des joueurs, là, c'est le gardien numéro 2 parfait. Donc, je pense que le remplacer aussi, ça pourrait être compliqué. Une question maintenant sur le Facebook du Passion Barça. On avait posté... en fait, on avait demandé d'avoir des questions.
Mohamed Marwan Essayouti nous demande sur quoi se base le personnel de la Directiva pour choisir les joueurs à recruter. Est-ce que ça serait la bonne méthode, en fait, parce que 50% des recrutements faits sur les dernières années sont défaillants? Ça, c'est une question difficile à répondre. Hein? Des fois, Ouais. on est tous des observateurs aguerris et intéressés, et on pense tous qu'on a la clé du savoir et qu'on prendrait des meilleures décisions, mais à la fin, j'ose espérer tout de même que les décisions sont faites avec beaucoup de recherche et avec beaucoup de travail derrière. Si je peux par contre reprocher une chose par rapport aux décisions qui sont prises, c'est que des fois, on n'est pas nécessairement obligé d'aller jusqu'au Brésil pour aller recruter, quand dans le fond au Portugal ou bien aux Pays-Bas, il y a des pépites à des prix absolument dérisoires qui pourraient venir au Barça, si ce n'est pas pour occuper une place de titulaire, ce serait au moins de compléter leur développement, et en plus, ils prendraient pas des places d'extra communautaires, des joueurs avec des passeports européens qui pourraient pas créer de complications, qui on doit vendre pour faire de la place à qui. Moi, je l'ai posté plus tôt aujourd'hui sur Daily Barça. Si je suis directeur sportif du Barça cet été, mon mercato, je le fais au Sporting Club Portugal et je le fais à l'Ajax d'Amsterdam. Il y a des Frankie de Jong, il y a des Matthias de Ligt, il y a des Bas Dost qui répondraient tous les trois à absolument tous nos besoins. Rajoutons à ça un recrutement superstar avec Thiago et notre mercato serait absolument bouclé. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, un petit peu dans la même logique. Je pense que on devrait se tourner vers des jeunes joueurs, pas des 18-19, des 22-23. Et dans cette optique-là, je suis très content qu'un Samuel Umtiti ait réussi haut la main, parce que ça va monter à la direction, justement, qu'un Matthias de Ligt, par exemple, comme tu as mentionné, pourrait réussir malgré son jeune âge, pourrait s'adapter au club vu qu'il a le talent pour le faire. Avant, j'avais l'impression que la direction redoutait un peu, on prenait des Vermaelen, des joueurs comme ça, même Paulinho, même si c'est un contexte différent. Mais j'ai envie de voir peut-être prendre des pépites, des joueurs qu'on peut se permettre d'intégrer tranquillement dans le club. Donc oui, absolument. Pour ça, je suis d'accord avec toi aussi. Dernière question de Maxime Durand. Question peut-être plus sur la Coupe du Monde. Pensez-vous que la Roja ira loin après ce qui s'est passé, donc avec l'entraîneur Lopetegui et tout? Est-ce que tu penses que la Roja, avec des joueurs barcelonais, va pouvoir quand même faire une grande Coupe du Monde? Si j'avais répondu à cette question-là avant le match d'aujourd'hui, j'aurais répondu non, je pense pas qu'ils iront très loin, je pense que ça va plomber leur mental. Aujourd'hui, j'ai envie de te répondre, les joueurs ont performé, mais l'entraîneur est pas de niveau. J'ai pas compris ces changements, j'ai pas compris pourquoi Diego Costa est sorti quand il était sur un doublé et qu'il était au sommet de sa forme. Donc, moi, je pense que quart de finale pour l'Espagne, c'est envisageable assez facilement, mais qu'après ça, quand ils vont tomber contre, je sais pas moi, contre l'Argentine, ou j'ai pas le bracket dans ma tête là contre qui ils peuvent exactement tomber, contre la France, admettons, contre une autre équipe de haut calibre, je sais pas comment ils vont faire. Et je pense que la différence, justement, ça va être dans le coaching, plus que dans la qualité des joueurs. Non, je suis d'accord absolument avec toi. Ça faisait le tour de nos questions. Merci encore aux auditeurs pour les questions. Si jamais vous en avez d'autres, encore une fois, ça nous fera un énorme plaisir d'y répondre. Est-ce que tu voulais peut-être ajouter le mot de la fin? Ouais, soyez avec nous, suivez-nous sur Twitter, et la semaine prochaine, on fera un autre épisode du Blaugrana Podcast, et cet épisode mettra en vedette le match de la Croatie contre l'Argentine, donc Messi versus Rakitic. Donc profitez bien de la Coupe du Monde et on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao. Merci à tous, ciao.